предизвиците на патот на Северна Македонија кон Европската Унија и престојот на групата за пријателство од Националното собрание на Француската република во земјава се поводот за разговор со госпоѓа Лилијана Танги, пратеничка во Националното собрание на Франција од партијата на председателот Емануел Макрон. Добре дојдовте во 360 степени. Благодарам. И амбасадорот на Француската република во Северна Македонија Сирил Бомгартнер. Добре дојди за вас. Bonsoir. Благодарам, значи дека разбирате македонски. Всушност, господја Лилијана Танги, веројатно познато за дел од македонската јавност, е родена во Панчево, поранешна Југославија, од татко македонец, мајка хрватка, кои емигрирале во Франција. Какви се вашите чувства за оваа земја, господја Танги? Mes sentiments pour la Macédoine du Nord sont très profonds et amicaux. J'ai des origines macédoniennes et je suis attachée à ce pays, qui est le pays de naissance de mon père, comme vous l'avez dit, et c'est la raison pour laquelle, depuis mon premier mandat, puisque là j'entame mon second mandat de député, j'ai souhaité faire œuvre utile pour la Macédoine du Nord. Имате роднини овде, нели? Oui, j'ai de la famille à Skopje, à Ohrid et à Struga. Сега поводот за кој што сте дојдени, вие сте пратеничка во Националното собрание, реков дел од групата за пријателство, практично председателка на таа група, Франција, Северна Македонија. Што прават и што може да направат двата парламенти за унапредување на соработката на двете земји, кои што се веќе партнери во НАТО? Ќе видиме дали така ќе биде и во Европската Унија. Alors, le rôle du groupe d'amitié France-Macédoine du Nord, comme tous les autres groupes d'amitié parlementaires, c'est de favoriser les relations bilatérales et de renforcer la coopération entre les deux pays, de sorte que des projets soient menés et également que nous puissions faciliter certains projets qui sont engagés au niveau du pays, avec lequel nous sommes amis et que l'on souhaite soutenir. Задоволни сте од досегашното ниво на соработка? Oui, je suis satisfaite parce que déjà dans le précédent mandat, j'étais vice-présidente du groupe d'amitié. Dans ce second mandat, je suis devenue présidente et j'ai œuvré déjà précédemment en faveur d'un appui au niveau de l'exécutif, mais aussi du Parlement macédonien pour faciliter l'entrée en négociation de la Macédoine du Nord pour l'intégration à l'Union européenne. Да. Тука ќе го вклучиме амбасадорот Бомгартнер. Амбасадорот, земјата е во деликатен политички момент, не е ново. Ако го кажем и констатираме тоа, пред се поради неизвестноста дали ќе се усвојат уставните измени. Практично, ако проценуваме во овој момент како да нема кредибилни сигнали дека нешто такво може да се случи во блиска иднина, што ако навистина тоа не се случи до крајот на скрининг процесот, кој што се очекува да заврши некаде ноември, декември, до крајот на оваа година? On est effectivement dans un moment qui est important et j'ai presque envie de dire que votre pays se trouve aujourd'hui à un carrefour. Il y a des décisions essentielles qui doivent être prises et qui auront un impact sur la poursuite de la trajectoire d'intégration à l'Union européenne. Et donc c'est un sujet important et c'est la raison pour laquelle la France, les Européens en général, accordent beaucoup d'attention à ce sujet, à ce dossier et s'efforcent dans ce contexte de voir quel rôle utile ils peuvent jouer. Mais en même temps, il faut bien avoir à l'esprit qu'à ce stade du processus, il s'agit de réviser la Constitution macédonienne. Donc en fait, c'est une décision qui revient souverainement au Parlement macédonien, à laquelle aucun acteur étranger, évidemment, ne saurait se substituer.
Et donc, pour des raisons arithmétiques, parce qu'il faut quand même arriver à trouver une majorité des 2/3, donc le soutien de 80 députés, pour des raisons aussi stratégiques, parce qu'on parle de décisions qui vont engager l'avenir, le futur européen des Macédoniens, des nouvelles générations, il me semble important qu'il y ait un dialogue politique qui soit instauré pour chercher à forger du consensus sur cette question. Et à cet égard, j'observe, on a été nombreux à le faire, qu'il y a peu de temps, le Premier ministre a rencontré le chef de l'opposition et que cette rencontre, me semble-t-il, et là je ne parle pas des éléments de politique intérieure, je parle vraiment du fond du sujet de la révision de la Constitution. Sur ce sujet de la révision de la Constitution, cette rencontre au sommet a permis une clarification importante sur le principe même de la révision, sur son contenu. Et donc, je pense qu'il est important de poursuivre sur cette voie pour voir si les positions sur cette base peuvent encore se rapprocher, naturellement, sans s'écarter du cadre fixé au plan européen. Господјо Танге, веројатно сте во тек дека дел од политичките партии во земјава бараат повеќе гаранции на патот на оваа земја кон Европската Унија, особено поврзани со македонскиот идентитет, јазик, култура, дека тие нема да бидат доведени во прашање на патот на земјата кон неу. Неодамна германскиот парламент, Бундестагот, донесе една резолуција со која што повикува на забрзување на пристапниот процес, во исто време ги реафирмира во тој контекст македонскиот јазик, култура и идентитет. Дали може би за нешто такво се размислува и во Националното собрание во Франција? Alors, effectivement, cette initiative du Bundestag de nos collègues allemands est une initiative intéressante que personnellement je soutiens et que une majorité de députés de l'Assemblée nationale pourrait soutenir aussi. Je pense qu'il est effectivement envisageable, en tout cas sur le principe, de prendre une initiative comparable au niveau de l'Assemblée nationale française. Et concernant les garanties qui sont attendues par rapport à la langue macédonienne, je voudrais rappeler que la France reconnaît la langue macédonienne puisqu'elle a une chaire de macédonien à l'INALCO et la proposition française a été aussi importante pour pouvoir réaffirmer la langue macédonienne comme langue officiellement reconnue par l'Union européenne. Et donc ces éléments sont de nature à pouvoir faire une proposition. Et en tant que présidente du groupe d'amitié entre la France et la Macédoine du Nord, oui, j'envisage de faire une proposition en ce sens et je souhaite pouvoir en discuter avec mes collègues de l'Assemblée nationale et de manière transpartisane, de sorte que l'on puisse avoir une majorité la plus large possible pour pouvoir faire adopter un tel texte. Уште едно прашање на таа тема. Овде во Македонија во моментот сте неколкумина, мислам дека вкупно 5 пратеници од Националното собрание. Дали веќе разговаравте меѓу вас за оваа идеја, за поднесување на предлог резолуција? Oui, à l'occasion de nos échanges, nous avons identifié cela comme une attente très forte de la part de nos interlocuteurs macédoniens et nous en avons discuté en effet et je pense que nous sommes en bonne voie pour pouvoir adopter la même démarche que celle des députés du Bundestag. Интересно. Амбасадоре, знаете дека дел од аргументите на оние што не се пропоненти на уставните измени се во насока на тоа дека што и ако се направат уставните измени, ако имаме нефункционален процес на проширување на Европската Унија,
И тука многу често се посочува на Франција како на земја која што не е многу расположена за прием на нови земји членки. Председателот Макрон имаше индикативен говор на Глобсек во Братислава. Тој се интерпретира на различни начини овде. Според едни, Макрон дефинитивно направил разлика и кажал дека Франција е за забрзано проширување на Европската Унија, што би било промена на ставот до сега. Други велат повторно остави сиви зони што повторно раѓаат неизвестности. Како треба да го разбереме тој настап на председателот Макрон во Братислава? Што ни кажа за проширувањето? Je crois que les propos du président de la République à Bratislava sont très clairs. Et d'ailleurs, je signale qu'il s'est exprimé en fait en ouverture de cette conférence et que cette intervention est accessible sur Internet. Donc moi, j'invite tous ceux que ça intéresse à aller vérifier par eux-mêmes, écouter le discours du président et se forger leur propre opinion. C'est toujours la meilleure façon d'agir. Mais enfin, vous m'interrogez, je pense que les mots choisis sont très clairs. Le président, il a dit sur la question de l'élargissement, les prochains élargissements, la question n'est pas de savoir si ça doit se faire. Parce que la réponse est déjà tranchée et c'est oui. Et à partir de là, le président a dit, la question, ce n'est pas non plus de savoir quel est le timing. Parce qu'en termes de timing, le plus vite sera le mieux. Parce qu'il l'a dit par ailleurs, c'est une question de sécurité, il y a des enjeux énormes qui se posent en lien avec cette question pour le développement de l'Union européenne. Donc le président a dit simplement, la seule question qui reste posée, c'est de savoir comment. Dans quelles conditions cet élargissement qu'on souhaite le plus rapide possible va se poser. Et à partir de là, évidemment, il y a différentes possibilités de faire des exégèses, mais moi, si j'essaye de synthétiser un petit peu le champ du possible, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de la négociation d'adhésion jusqu'à l'intégration, et puis ensuite tout ce qui vient à partir de l'intégration dans l'Union européenne. Alors, sur la première partie, pendant la négociation d'adhésion, il y a les principes qui sont posés par la nouvelle méthodologie de l'élargissement. C'est-à-dire que la Macédoine du Nord, mais tous les États candidats qui ont ouvert leur processus de négociation doivent effectuer des réformes. Et ces réformes doivent être profondes, elles doivent être substantielles, elles doivent pouvoir produire des résultats. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration graduelle. C'est-à-dire que pour les États qui avancent rapidement dans leur processus de réforme, il y a la possibilité d'avoir des avantages anticipés avant même de rejoindre l'Union européenne. Avantages en matière d'accès au financement, aux fonds européens, participation à des programmes, participation à des politiques, participation à des groupes de travail à Bruxelles, etc. Et ça, il faut effectivement qu'on précise les modalités de ce chemin. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis pour la seconde partie, après l'intégration, il y a une question qui est posée, mais cette question, elle ne concerne pas les pays candidats. Cette question, elle concerne les États membres et les institutions de l'Union européenne. C'est la question de savoir comment, dans une Europe élargie, on fait pour que l'Europe continue à fonctionner efficacement et soit en mesure d'affronter les défis du monde de demain. Et à partir de là, il y a des tas de réponses qui sont possibles, mais parmi les questions qui sont envisagées, qui sont posées sur la table, sur lesquelles d'ailleurs travaille un groupe qui a été spécialement mis en place entre la France et l'Allemagne, il y a la question soit de l'abandon du droit de veto, des décisions à l'unanimité, soit de la réduction du champ des sujets qui sont décidés à l'unanimité. Donc vous voyez que c'est des sujets qui sont potentiellement également intéressants pour ce pays. Et puis à la fin, vous savez, je pense que le monde change. L'Europe aujourd'hui est confrontée à des défis d'une ampleur inédite. C'était déjà le cas il y a quelques années parce qu'il y a des questions transversales qui interrogent sur l'avenir du monde et l'Union européenne, aux yeux de la France en tout cas, est vraiment l'échelon pertinent pour agir. Mais c'est évident que depuis le mois de février de l'an dernier, on est entré aussi dans une nouvelle dimension et que du coup, l'Europe plus que jamais a besoin de s'affirmer comme une puissance. Et donc, dans ce cadre-là, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il y a un an, que le processus d'élargissement de l'Union européenne a connu une accélération historique. Et on l'a vu ici avec l'ouverture des négociations, on l'a vu en Albanie avec l'ouverture des négociations d'adhésion, on l'a vu ailleurs avec l'octroi du statut de candidat à des pays comme l'Ukraine et la Moldavie, et quelques temps plus tard, à nouveau octroi du statut de candidat à un pays comme la Bosnie-Herzégovine. Donc vous pensez bien que si jamais la France avait des réserves sur la question de l'élargissement, elle n'aurait pas agi
concrètement pour rendre tout ceci possible. Et encore une fois, et de ce point de vue-là, le discours tenu par le président de la République à Bratislava a le mérite de la clarté, mais en réalité, c'est un discours qui tenait déjà et qui correspond en fait à une position qui était déjà ouvertement assumée par la France. Благодарам за ова интервју и на двајцата. Благодарам.